Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'AQA comme psychologue de projet. Toujours avec Imen Naguez. Rebonjour Imen. Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Donc dans ce deuxième épisode, on va développer un peu la psychologie des utilisateurs et de se dire, est-ce que tester, c'est pas aussi se mettre un peu à leur place? Je pense que pour tester efficacement, c'est intéressant aussi de pas comprendre que l'IHM, que la spécification, mais de comprendre aussi la logique qu'il y a derrière l'utilisation, les comportements humains, pour pouvoir mieux tester. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mène, de ça? C'est primordial. Si on regarde pas les, les cas d'utilisation en mode utilisateur, mon test il ne servira à rien. Personnellement, j'ai travaillé dans des contextes même avec des projets agriculteurs. Destinés, c'était une application e-farming euh, et je dois me mettre en posture d'un agriculteur qui est en train de regarder sa ferme et de regarder ses plantes, voir même ses mains avec du sable, avec de la matière, et regarder partout. Il doit avoir une accessibilité bien définie sur son application. Je dois me mettre en position d'un utilisateur aussi qui n'a pas des compétences techniques. Il ne sait pas comment chercher rapidement sur une page ou pour qu'il se retrouve facilement chercher rapidement une information. Donc, je me mets toujours dans sa position, dans sa posture, voire même par exemple, dans la partie retail, il y a mon ex-responsable qui parlait toujours d'un scénario. Quand un conseiller banque qui possède une tablette, qui roule, se déplace d'une position à une autre et il n'a plus de réseau Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il faut gérer ce comportement, gérer sa posture vis-à-vis perturbation face à un client qui a des questions. Et donc, il doit avoir accès rapidement à des réponses. Il doit avoir vraiment un guide qui va l'aider pour ne pas se perturber et ne pas se perdre avec ses réponses. Donc, pour moi, c'est important. C'est important de voir cette psychologie de la personne. Là, je mets en partie aussi la partie accessibilité, qui est un sujet très important pour Tout à fait. qui est encore négligé, d'après ce que je vois, alors que depuis maintenant des années que j'en parle toujours parce que je sais qu'est-ce que c'est. Je porte des lunettes et parfois le soir j'enlève mes lunettes. Je veux bien avoir une accessibilité claire sur mon application. Voire même je reçois une facture que je dois payer qui me choque parce que le montant n'est pas ce que j'attendais et je vais rentrer mes coordonnées, je vais être en colère. Donc, je veux bien que ça soit voilà plus facile à saisir, voire même, je sais pas, le stress en fait et Et les la manie, émotions, ouais, les c'est émotions, vrai que ça voilà. peut jouer de se dire, c'est parce que dans un contexte où il faut faire une demande de support, une demande de remboursement, si en plus de ça, il y a 38 étapes, illisibles, très Oui, compliquées, il y a des chances que quand tu vas appeler ton téléphone, ça va pas bien se passer, que ton expérience avec cette marque va pas être optimale. Ça joue dessus. Alors que je pense que avoir un problème et capable de le régler rapidement, efficacement dans un parcours utilisateur optimisé, ça fait vraiment la différence sur le long terme pour garder oui, ces utilisateurs qui payent le service normalement qu'on a. Donc c'est vrai que ça joue aussi là-dedans. C'est l'expérience utilisateur va jouer sur la rétention des utilisateurs. Et il faut pas et oui, oublier que de toute façon l'être humain il aime bien faire des raccourcis mentaux. Donc tout ce qui peut
Ça a prévu un chemin avec 3 virages. Si lui, il va essayer de faire une ligne droite. Comment on Exactement. fait pour avoir une application qui est plus proche de la ligne droite que des virages? C'est pas toujours évident. Déjà, personnellement, il y a combien de sites web ou applications que j'utilise plus? Parce que à un moment donné, c'était pas intuitif et c'était pas aussi robuste. Et donc, je refuse de l'utiliser. Même s'ils ont le meilleur produit du monde, j'en veux plus. J'ai plus Ça confiance peut jouer, sur ces sites. ça joue. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. Tu vois, moi, je parle souvent du mobile. Oui, C'est que, paradoxalement, le cerveau humain, le fait qu'on touche l'écran, on veut que ça soit immédiat. oui, Et c'est-à-dire que même quand c'est en edge, on sait qu'on est en edge, que le réseau, il est pourri. Mais le cerveau humain, il a oui, tendance à penser que ça doit être plus rapide sur son téléphone que sur son PC. Alors qu'on est en fibre optique chez soi. oui, Mais le fait de toucher l'écran avec son doigt fait que l'expérience utilisateur est pas du tout la même et donner cette impression. Tu sais qu'il y a même des stratégies aussi qui sont faites aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, quand tu es sur Facebook ou même LinkedIn, quand tu appuies sur le like, il est immédiat. Immédiat. Parce qu'en fait, il répond sur le like et l'API, elle est envoyée en même temps. T'as pas encore la réponse. oui, Et si ça marche pas, il enlève ton like, en fait. Si jamais il y a eu un oui, souci. Mais en fait, dans l'expérience utilisateur, ils t'ont donné cette impression de c'est 0 milliseconde, quoi. Ça marche tout de suite, quoi. Mais déjà, ça joue dans les nouveaux développements et dans ce qu'on va faire, c'est de donner toujours cette impression de c'est immédiat, c'est rapide, c'est efficace. Et je comprends ce que tu veux dire dans le fait que ouais, il faut donner cette impression de facilité d'usage. Il faut masquer la complexité technique et de parcours le plus possible. Des fois, c'est pas facile. exactement. On est une administration française, mais il s'améliore. Il s'améliore. Mis à part, tu vois, si par exemple, pendant les périodes de solde, par exemple, quand on veut ne pas rater une opportunité, il y a moins 15% avant 3 minutes, donc je vais rentrer rapidement, je veux que ça se passe rapidement, je veux pas rater l'opportunité. Si tu es obligé de... Donc, oui. Et toujours, je prends en fait par exemple, le plan de test maître ou voilà, dans une description, voire même à la verbale, c'est pas la peine que ça soit écrit. Ce que j'invite les QA, c'est que ils posent la question. Comment l'utilisateur va l'utiliser réellement? Est-ce qu'il sera assis? Est-ce qu'il sera debout? Est-ce que c'est une utilisation quotidienne? Est-ce que c'est une utilisation juste ponctuelle pour cette fonctionnalité? Est-ce que ça nécessite une caméra? Est-ce que ça nécessite qu'il va prendre en photo ses pièces justificatives, par exemple? Et là, on doit poser ce genre de questions et que ce n'est pas encore dit. Si on regarde les spécifications, on va dire, étant donné que le client, il va faire ceci, après, il va prendre qu'à prendre en photo et il va envoyer. Et nous, on doit poser la question. Comment il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il sera en agence, dans la rue? Est-ce qu'il y a des conditions bien spécifiques pour qu'il puisse, par exemple, finaliser son parcours? Pour moi, c'est important. Et Eh, après, à partir de ces questions, à partir, pardon, de réponses, là, on pourra voir est-ce que c'est pertinent de le prévoir dans les tests et voire même être debout et faire le test, voire même. Donc, c'est important, de vivre la vie d'un utilisateur et vivre ses émotions. au final, ouais, si je devais résumer, tester, c'est pas uniquement vérifier un scénario, c'est aussi explorer un comportement. Et c'est ça qui est intéressant. Des fois, on n'a pas le choix. Une appli mobile avec un GPS, il faut sortir dehors pour voir comment ça se passe. On peut pas juste le simuler dans un labo ou sur son PC. Il faut le gérer. Et moi, ce qui des fois, je trouvais un peu agaçant quand échangeais avec les équipes de développement ou produit, c'est que tu posais une question, on disait non mais, soit on disait non mais c'est bon, l'utilisateur il va comprendre. Bah, si on pose la question, c'est qu'on pense que c'est pas si intuitif que ça. Donc peut-être, vous verrez bien quand vous aurez fait votre bêta. Donc là, pourquoi pas. Et le pire, c'est personne ne fera ça. Oui, Oui. Alors, peut-être que c'est exceptionnel et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ok. Mais faites de poser la question. Je préfère qu'on se dise, oui, c'est quasiment impossible que ça arrive. Si ça arrive, on aura une problématique. Ça va nous poser un problème. Et on l'assume totalement parce que ça vaut pas le coup de le faire. Mais au moins, on l'assume.
plutôt que de le balayer d'un revers de la main avec personne ne fera ça. Oui. Jusqu'au jour où ça arrive. Et là, si c'est un truc, c'est pas grave, ça ne fonctionne pas, c'est embêtant. Si c'est quelque chose qui fait planter toute l'appli parce qu'on a fait un truc bizarre, là, ça me dérange un peu plus. Parce que c'est pas parce que quasiment impossible que personne ne le fasse que ça n'arrivera jamais. Et donc là, ça peut mettre en danger toute l'application. Donc c'est ça auquel il faut faire attention. Donc, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Il y a aussi un autre point, Jean-François, c'est parfois, et je vois que c'est pertinent de suivre cette partie, la psychologie de l'utilisateur pour développer, qu'elle soit une conduite pour le développement, parce que parfois on développe aussi des fonctionnalités qui sont même pas utiles pour un utilisateur. Ça, c'est ma marotte dans le dev. Moi, je pense qu'il y a certaines applications entre 50 et 80% des features qu'on pourrait enlever, parce que personne ne les utilise. Mais après, c'est pas évident parce qu'on est dans un monde où il faut proposer des choses et voir si ça marche et de se dire, c'est un peu une loi de Pareto. Tu te dis, bah, je vais faire une nouvelle feature qui va m'amener des nouveaux clients, des nouveaux business. Ça t'amène aussi à une dette technique. C'est pas toujours évident. Ouais. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas de faire des nouvelles features qui sont pas utilisées. C'est pas de les monitorer en prod pour dire on les coupe et on les arrête. Ça me pose plus de problème parce qu'on continue à maintenir et à tester des choses qui sont pas utilisées. Exactement. C'est pas le fait de développer des choses qui sont pas utilisées à date, mais c'est que ça reste dans le temps alors que personne ne les utilise. Donc, je parlais une Oui. fois avec un responsable produit, on me disait on m'avait poussé pour mettre une feature en prod pour avoir un client. J'avais regardé les stats sur l'année. 3 utilisations. Et il dit, il y a des chances que ça soit le commercial pour voir que ça marche bien au moment de la prod et que ce soit même pas le client. Voilà. Donc c'est ça qui, voilà. Moi, Faut toujours un peu se méfier de ça. j'ai vécu 3 décommercialisations des produits. Là où il y a eu des grands montants qui ont été mis pour ces projets et qui ont été décommercialisés parce que à la fin, c'est pas utilisable. Et c'était C'est carrément limité. pas utilisable. C'est même pas que c'est pas utilisé, c'est que c'est pas utilisable. Ça, c'est, Utilisable, ah oui, exactement. c'est encore plus. Et que quand les personnes ont commencé à utiliser leurs produits, ben c'est pas utile pour nous. On a déjà quelque chose qui nous va bien. Et là, ça, ils étaient décommercialisés devant nos propres yeux après un grand travail du fond. Et juste, on a raté, est-ce que c'est utile ou pas? Et qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Est-ce que c'est clair ou pas? Mis à part qu'il y avait aussi des incohérences sur, euh, sur les informations des clients cibles. Et là, on est tombé dans le piège de manque d'informations et plus non-utilisabilité. Écoute, c'est le mot de la fin pour cet épisode. Voilà, on a Oui, tous nos cimetières de projets comme ça, alors, dans la tech. Ça arrive. Mais c'est dommage qu'on l'anticipe pas avant. Mais pourtant, il y a plein de projets où il y a des profils UX, mais certains n'en ont pas et ça peut se voir. Du coup, l'expérience, ça fait un peu pchit. Donc, ça nous a donné de oui, oui. l'activité, de l'expérience, mais c'est pas toujours, voilà, ça apporte pas toujours la valeur qu'on espérait faire et c'est un peu dommage pour l'équipe qui a travaillé sur ce produit. En tout cas, merci Imen pour ta vision du testeur en tant que pour la psychologie des utilisateurs. Et on va continuer sur cette vague un peu de la psychologie des, mais cette fois, on va te dire, bah, c'est quoi la psychologie des QA dans le 3e épisode. Donc, restez avec nous pour le 3e épisode. Et encore une fois, merci Imen. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.